Et salut YouTube, merci d'être avec nous, merci à toutes les personnes qui sub, merci à toutes les personnes qui commentent, qui lâchent un petit pouce en l'air, c'est grâce à vous que la chaîne n'arrête pas de monter, vraiment j'en reviens pas, vous êtes, vous êtes vraiment trop cool, je crois on est plus de 36 000 maintenant sur YouTube, c'est énorme, merci encore. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet compliqué, on va parler d'un sujet polémique, on va parler de la Freedom Flotilla, on va parler du scandale médiatique qui a accompagné l'entreprise et on va aussi s'intéresser à la réaction d'un streamer très connu, un certain Sardoche, qui a notamment parlé assez agressivement de Rima Hassan. Donc, on va d'abord faire le point sur la Freedom Flotilla, on va revenir sur ce qui s'est passé et sur pourquoi cette initiative existe et on finira par répondre à Monsieur Sardoche et expliquer pourquoi tout ce qu'il dit, eh ben, c'est de la merde. Donc, c'est quoi cette fameuse Freedom Flotilla qui fait énormément parler d'elle en ce moment? Du coup, très rapidement, c'est un groupement d'ONG qui essaie depuis des années de dénoncer le blocus de la bande de Gaza et notamment le blocus de l'aide humanitaire par Israël qui dure depuis 2007. Alors, pour montrer le problème, depuis 2010, la Freedom Flotilla a mené plusieurs campagnes maritimes qui visent à dénoncer justement en brisant le blocus de Gaza. On reviendra sur les différentes initiatives qu'ils ont mis en place plus en détail un peu plus tard. L'objectif un peu de chaque mission, c'est d'arriver à ouvrir un passage maritime humanitaire vers Gaza, qui serait un passage maritime qui se ferait sans contrôle israélien, dans une démarche purement humanitaire, politique et, selon leur communication, non violente. Ces missions, elles sont extrêmement importante. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte actuellement où Israël a intensifié tout le blocus sur Gaza depuis le 7 octobre, au point que depuis le 2 mars de cette année, Israël a tout simplement interrompu toute l'aide humanitaire entrant à Gaza. Il n'y a tout simplement plus rien qui passe et notamment plus rien à manger. Et ça, c'est un énorme problème parce que selon l'ONU, depuis 2023, Israël cible systématiquement les infrastructures agroalimentaires gazaouis. Je cite un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Depuis 2023, 75% des terres agricoles de Gaza ont été détruites, sans parler des granges ou zones d'élevage qui sont systématiquement ciblées. En gros, la zone était autosuffisante jusque-là, mais aujourd'hui, elle dépend à 100% d'une aide humanitaire qui n'arrive plus. Selon Omar Shakir, directeur régional de Human Rights Watch, Israël utilise la famine comme arme de guerre depuis 19 mois. C'est un crime de guerre international. Les agences des Nations Unies et les ONG présentes dans l'enclave, par exemple, décrivent que 1,5 million des 2,1 millions d'habitants de Gaza sont au stade 4 et 5 de l'échelle des crises alimentaires qui comptent 5 paliers. Donc, en gros, sur les 5 paliers, le maximum étant le 5, 2,1 millions d'habitants de Gaza sont au stade 4 et 5. C'est terrible. Ça représente donc 93% de la population gazaoui. Et le 30 mai, Jens Laerker, porte-parole de l'ONU, a même déclaré qu'à ce stade, je cite, « Gaza est l'endroit le plus affamé au monde. C'est la seule zone délimitée, un pays ou un territoire défini à l'intérieur d'un pays, où la totalité de la population est menacée de famine. 100% de la population est menacée de famine. » Et c'est donc pour essayer de répondre à ça que le 1er juin, la Freedom Flotilla a affrété un petit bateau, le Madeleine. Le but, évidemment, c'était pas de répondre à la famine de 2,1 millions de personnes avec un voilier, et les gens sont pas complètement stupides, mais de franchir symboliquement le blocus israélien. 12 volontaires de 7 nationalités ont pris place à bord, parmi lesquels la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan et Liam Cunningham, un acteur de la série Game of Thrones. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que un acteur, une eurodéputée et une personnalité du milieu écolo montent là-dessus? Eh bien parce que ce sont des personnalités médiatiques. Le but évidemment dans ce genre de manœuvre, c'est pas tant l'aide matérielle apportée que en mettant en avant des personnalités, d'attirer au maximum l'attention médiatique sur ce qui se passe pour faire parler d'une situation horrible à laquelle tout le monde s'habitue en fait beaucoup trop. Soit dans les médias, on n'en dit plus rien, soit quand on en parle, c'est en euphémisant la gravité des choses. Donc avec un coup médiatique fort, eh ben, ça permet de refaire parler du sujet et ça permet aussi de mettre en lumière des choses gravissimes qui sont en train de s'y passer. Sans surprise, le voilier donc de la Freedom Flotilla a été arraisonné lundi 9 juin et tout son équipage a été arrêté. Je vais citer pour la suite un article de Blast dont un journaliste était à bord concernant ce qui s'est passé ensuite. Et Blast a fait une réponse qui se base sur des faits, qui se base sur des contacts et des sources qu'ils ont sur place. Et je trouve que c'est la meilleure manière d'avoir un regard
à peu près objectif sur ce qui s'est passé à partir du moment de l'arrestation. Arrestation de la Gaza Flotilla, une procédure tronquée et des maltraitances inacceptables. Nous avons appris par le biais de notre correspondante sur place, Khadija Toufik, ainsi que par nos avocats que l'équipage du Madeline est arrivé dans le port israélien d'Ashdod hier, le lundi 9 juin aux alentours de 20h45. Contrairement à la communication israélienne, écoutez bien, c'est important, les 12 membres d'équipage, après une distribution sommaire d'eau et de sandwich, auraient été privés de vivre pendant près de 16 heures, le temps de rallier le port. Au moment de l'arrestation illégale du navire, nous avons aussi appris par le biais de nos sources que notre journaliste Yanis Mamdi a été braqué avec une arme à feu par les soldats israéliens. Une pression violente et inacceptable. Rappelons ici le statut de témoin de Yanis et son rôle de journaliste et donc d'observateur de cette mission humanitaire. Ça, c'est très important ce passage, parce que au moment de l'arrestation, si vous n'avez pas vu les images, en fait, l'armée israélienne a filmé un moment précis où ils ont montré les différentes personnes arrêtées en train de recevoir de l'eau, des sandwichs, en mettant l'accent sur des moments où les différentes personnes arrêtées pouvaient avoir par exemple un sourire sur le visage, etc., etc. Et ils ont fait toute une communication pour dire que c'était une arrestation non violente, qu'il n'y avait pas eu d'armes, patati et patata. Seulement là, on apprend deux choses. On apprend déjà qu'un journaliste a été braqué par une arme à feu, ce qui est extrêmement grave, et on apprend ensuite que toute cette mise en scène autour de la distribution d'eau et de sandwich, c'était évidemment du spectacle pour la caméra et que derrière, on les a privés d'eau et de nourriture pendant plus de 16 heures, ce qui est assez dérangeant. Mais et j'insiste là-dessus, c'est dérangeant que le gouvernement israélien fasse ce type de communication, on est bien d'accord, mais c'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est d'avoir des médias français qui reprennent la communication d'une armée qui est aujourd'hui accusée de génocide par la majorité des instances internationales, d'un gouvernement d'extrême droite, parce que je rappelle que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite, et qui ne font aucun travail critique et aucun travail de distanciation vis-à-vis de ces images. Ça, pour moi, c'est du sous-journalisme, et le travail qui a été fait à ce sujet par les médias français qui ont juste repris ces images telles quelles, sans distancier à aucun moment, pour moi, est la démonstration vraiment de leur médiocrité en termes de travail d'investigation. Ces gens ne sont pas des journalistes, ces gens sont des clowns qui ne sont absolument pas à la hauteur actuelle de la situation internationale. C'est vraiment pathétique. Nous sommes en mesure de confirmer qu'après l'amarrage du bâtiment, les autorités israéliennes ont soumis à la signature aux 12 membres de l'équipage un même document, et ce après une simple consultation d'une dizaine de minutes avec leurs avocats, soit une violation du droit à la défense. Ce texte stipule, si ratifié, une acceptation d'expulsion du territoire, une reconnaissance du caractère illégal de l'opération humanitaire du Madeline et un engagement à ne plus fouler le sol israélien pour une durée de 100 ans. 4 personnes ont accepté de signer, la militante suédoise Greta Thunberg, le journaliste Omar Faïda de la chaîne Al Jazeera, le médecin français Baptiste André, les membres d'équipage espagnol Sergio Toribio. Les 8 autres, dont l'eurodéputé Rima Hassan et notre journaliste Yanni Mamdi, présents au titre d'une mission d'information, ont refusé et ont réclamé de rentrer en contact avec leurs avocats le plus rapidement possible. Alors, sur Greta Thunberg, l'information a changé au moment où Blast a écrit, on pensait qu'elle avait signé, apparemment elle n'aurait pas signé, elle a fait un communiqué en disant que ça n'avait pas été le cas et elle a quand même été expulsée, ce qui serait exceptionnel par rapport aux 12 autres qui eux n'ont pas le choix, c'est soit ils signent, soit ils sont jugés, ils passent en jugement, ce qui attend d'ailleurs les autres membres de l'équipage. Ainsi, contrairement à la communication des autorités israéliennes, reprise quasi mécaniquement par une série de médias français, les 7 militants et notre journaliste Yanis Mamdi n'ont pas refusé de quitter le territoire israélien. Ils ont en revanche refusé de signer un texte inique et mensonger, en dehors d'une véritable consultation avec un avocat sous la pression de l'armée israélienne. Comprenez bien que toute l'opération de com qui a été menée par le gouvernement israélien avec cette signature de papier, c'était une manière de mettre en scène que, soi-disant, en fait, les 12 personnes auraient refusé de quitter le territoire israélien. Comme si, en fait, c'était des personnes problématiques, qui seraient rentrées illégalement et qui seraient restées ensuite en refusant de partir. Sauf que non. Ce qu'on nous apprend, c'est que en fait, on leur met en gros un dilemme, c'est Kariboussi-là, quoi. C'est en gros, soit tu restes emprisonné, soit tu signes un papier dans lequel on te fait mentir et qui est un texte de la communication d'une armée génocidaire. Ce même mardi 10 juin, au matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a communiqué sur X. Notre consul a pu voir cette nuit les 6 ressortissants français arrêtés par les autorités israéliennes. Leurs proches ont été contactés. L'un d'eux a accepté un départ volontaire et devrait rentrer aujourd'hui. Les 5 autres feront l'objet d'un processus d'expulsion forcée.
Contactés, les proches de Yanis nous affirment ne pas avoir été approchés par les services consulaires français en tant qu'employeur et encadrant de la mission d'information de notre journaliste. Donc Blast, n'avons nous non plus aucune nouvelle des autorités françaises malgré nos nombreuses relances au Quai d'Orsay. À nouveau, information essentielle, on apprend donc par la rédaction de Blast que Blast n'a jamais été contacté par les autorités et n'a eu aucun contact malgré des demandes avec le Quai d'Orsay. On apprend aussi de la part des proches du journaliste qui est actuellement détenu qu'ils n'ont pas du tout été approchés par les services consulaires français malgré ce que prétend le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'il a menti à la télévision devant tout le monde en prétendant qu'il y avait aujourd'hui un travail de suivi de ce qui est en train de se passer pour des citoyens français détenus illégalement quand même. Hein. C'est pas rien. C'est pas juste un pipeau habituel de macroniste. C'est littéralement céder en termes diplomatiques à l'échelle internationale à une nation qui s'en prend à des ressortissants français. Enfin, c'est juste catastrophique. L'opération Freedom Flotilla, donc, elle a suscité énormément de réactions. Et hier, le streamer Sardoche a décidé de se mêler de l'affaire. Alors Sardoche, on refera un petit point sur son CV plus tard, mais pour le moment, dites-vous juste que c'est un streamer qui a 1,2 million d'abonnés sur Twitch, donc c'est quelqu'un qui est très suivi, c'est aussi quelqu'un qui est très suivi sur Twitter, et il a fait un tweet pour parler de la Freedom Flotilla et pour parler plus spécifiquement de Rima Hassan. Et vous allez voir, le tweet, il est particulier. Le navire de Rima Hassan est une farce médiatique selon le streamer Sardoche. Il affirme dans le même temps avoir plus de couilles que la députée européenne. Au début, j'avoue, j'avais pas spécialement envie d'en parler. Je comptais pas forcément parler de Sardoche, mais en fait, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant que ça n'en avait l'air. Parce que le discours de Sardoche, comme quoi la Freedom Flotilla, ce ne serait qu'une mascarade médiatique, en fait, il représente quand même assez bien la position de beaucoup de normies, de personnes de droite, de certains commentateurs politiques et médiatiques, etc., qui ne font que répéter, sans même parfois s'en rendre compte, les communiqués de propagande diffusés par l'État israélien et par les médias pro-Israël. Je vous mets un petit extrait d'I24 News d'hier qui parle justement de la Freedom Flotilla. Vous allez voir qu'on retrouve grosso modo la même énergie, la même manière de réfléchir que ce qu'a dit Sardoche dans son tweet. Tout ça est une vaste parodie. La parodie des combattants de la liberté qui finalement ne risquent pas grand-chose dans ce combat, la parodie de la guerre pour sauver la Palestine, la parodie de la famine avec ils ont amené quoi, de quoi faire manger 2 familles gazaouis pendant 3 jours. C'est une parodie, c'est tellement énorme qu'on n'arrive même pas à y croire. Moi je crois qu'ils ont fait une faute, une très grosse erreur, une grave faute. C'est qu'ils ont tendu à Greta un sandwich au pastrama alors qu'elle est végétarienne. À la dinde. Et emballé dans du plastique. Emballé dans du plastique non dégradable. C'est un camouflet inadmissible. Elle a aussi pris l'avion aujourd'hui pour la première fois depuis très longtemps. Hein. Je crois qu'elle ne se déplace plus sur l'avion. Elle a fait dernier rang. Je pense que cette pauvre fille, on lui a fait subir beaucoup trop de choses en Israël. Donc on parle évidemment donc d'une mission humanitaire qui est là, je le rappelle, pour répondre à un blocus mené par l'État d'Israël qui conduit aujourd'hui à une famine généralisée à Gaza, qui touche, en tout cas selon les Nations Unies, de manière extrêmement violente, au moins 2,1 millions de personnes qui sont au stade 5 à l'échelle des crises alimentaires, qui est le stade maximum, au point que, je le redis, selon la porte-parole de l'ONU, 100% de la population de Gaza est aujourd'hui menacée de famine. Et réponse médiatique donc des médias pro-israéliens, on tourne ça en ridicule, on se moque. Ah, Greta, elle a mangé un sandwich. Ah, Greta, elle a pris l'avion. Ce discours, il n'a pas été repris que dans des médias comme I24 News, il a été aussi repris dans une énorme partie des médias français de droite ou d'extrême droite. Par exemple, il a été repris hier sur Europe 1 dans une séquence à nouveau. Je vous laisse en apprécier la saveur toute particulière. Au-delà du côté navrant de cette expédition, de cette flottille pour la liberté qui, en vérité, ressemble davantage à, je sais pas, un paquebot de Lego, tellement ils sont gonflés à l'hélium médiatique et ils ne vivent que par ça.
C'est quoi ces deux influenceuses à la dérive qui cherchent de la notoriété, selon vous? En tout cas, leur vie s'organise autour de ce genre d'action médiatique. Et alors, une opération immunitaire, je vous donne quand même la cargaison. Hein. Il y a du lait infantile, 250 kg de riz, 100 kg de farine, 600 couches, quelques fournitures médicales, quelques paires de béquilles. Non mais totalement dérisoire. Oui, d'abord c'est dérisoire. On voit, vous voyez, dans cette communication, un jeu tout de suite sur les personnalités de Rima Hassan et Greta Thunberg, qui sont la cible énormément qui sont la cible vraiment de ces commentateurs et qui disent ah mais regardez, c'est des influenceuses. Vous voyez le choix du mot influenceuse qui viennent comme ça chercher l'attention médiatique, c'est ridicule, c'est pathétique, etc., etc. Et ça, c'est 100% le tweet de Sardoche. Si on revient au tweet de Sardoche, voilà, c'est une farce médiatique selon le streamer Sardoche. Donc c'est cette idée que au fond tout ça n'aurait pas d'intention réellement humanitaire et que tout ne serait qu'un coup de com' de Rima Hassan et Greta Thunberg qui ne serviraient que leur carrière et qui ne serviraient en rien les Gazaouis. Alors, est-ce que ces gens ont raison de dénoncer une mascarade comme ils le font ? Honnêtement, de mon point de vue, non. Rien du côté de la Freedom Flotilla n'était une mascarade et ça a même plutôt, je crois, très très bien fonctionné. En fait, soyons clairs. Là, on a vu la journaliste d'Europe 1 qui se moquait de Freedom Flotilla en disant une opération humanitaire, il y avait quoi ? 3 béquilles de sacs de riz. Elle fait exprès de pas comprendre, bien sûr, que cette opération n'a jamais eu pour objectif de pallier à elle seule tous les manquements humanitaires en Israël. Bien sûr que cette opération ne prétend pas pouvoir résoudre une famine à elle seule, c'est impossible. C'est un petit bateau avec peu de matériel humanitaire à bord, c'est très clair. Pourquoi affréter un petit bateau ? Pourquoi affréter un petit navire comme ça ? Parce que l'action, elle est avant tout symbolique. Rima Hassan, elle l'avait bien expliqué dès le départ. Si la journaliste d'Europe 1 avait voulu faire son travail, la citation était facile à trouver. La mission vise à remplir plusieurs objectifs. Dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours, l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et sensibiliser l'opinion mondiale et internationale. La Freedom Flotilla n'a jamais prétendu qu'elle allait tout résoudre du point de vue humanitaire. Depuis le départ, les objectifs sont totalement différents. Ce sont des objectifs symboliques, c'est un objectif de communication médiatique. Et à ce niveau-là, c'est une réussite totale. Ça a permis de dénoncer énormément de choses, notamment, pour commencer, qu'Israël se fout complètement du droit international, puisque malgré le fait que les caméras du monde entier étaient braquées sur le bateau, celui-ci a quand même été arraisonné par Israël dans les eaux internationales, ce qui est contraire à la Convention de Genève. Je cite Benjamin Fiorini, secrétaire général de l'Association des juristes pour le respect du droit international et maître de conférence, qui a dit « Ce détournement n'est pas du tout conforme au droit international, car il n'y a pas de souveraineté israélienne dans la zone où a eu lieu l'interception, dans une zone internationale. » Je tiens à le préciser, Israël prétend que le bateau n'a pas été arraisonné dans les eaux internationales, qu'il était déjà dans l'espace maritime israélien, mais c'est con. Le bateau était équipé d'un tracker, et un tracker qui a permis de géolocaliser la position exacte du bateau au moment où l'armée israélienne est venue dessus et a donc arraisonné le navire et arrêté l'équipage. Et il se trouve que, surprise, Israëlement, le bateau se trouvait bel et bien dans les eaux internationales. Et ça démontre par les faits deux choses. D'abord, que l'État d'Israël ne respecte pas le droit international. On n'est pas choqué, mais ça le démontre une fois de plus. Et ensuite, que l'État d'Israël, et ça c'est beaucoup plus intéressant, peut le faire en toute impunité, sans encourir la moindre sanction de la part de ses différents alliés ou des instances qui sont censées veiller justement au respect du droit international. Et on est bien d'accord que c'est rien de nouveau sous le soleil, c'est symbolique, ça médiatise des choses, d'accord ? L'enjeu est de me les montrer, l'enjeu est et qu'elles soient discutées dans les médias. La victoire de la Freedom Flotilla, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est discuté sur l'intégralité des plateaux de télé qui sont obligés de poser la question, à savoir, est-ce que ça s'est passé ou pas dans les eaux internationales ? Le type, là, que je viens de vous citer, le Benjamin Fiorini, secrétaire général de l'Association des juristes, la phrase qu'il a dit que je viens de vous citer, il l'a dit sur BFM. Il l'a dit sur BFM. Et même BFM, qui allait vérifier la position du tracker, a fini par être obligé de reconnaître que c'était pas dans le territoire israélien que l'arraisonnement avait eu lieu. Donc, en fait, le travail médiatique, il se fait. Il montre un État de cow-boy
qui fait ce qu'il veut et qui a en face aucune réponse de la part des personnes qui sont censées le rappeler à l'ordre. Il montre aussi, en gros, le laisser-faire, la faiblesse totale du gouvernement français face face au gouvernement israélien, etc., etc. Le coup médiatique est très fort. Mieux que ça, la Freedom Flotilla, en se faisant arrêter, elle a aussi démontré qu'il y avait bel et bien un blocus de l'aide humanitaire sur Gaza. Parce que si, pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence, je rappelle que Israël, aujourd'hui, continue de prétendre que tout va très bien. Je parlais tout à l'heure de publicités qu'on peut voir passer, qui sont, on ne sait pas trop financées par qui, mais qu'on peut voir énormément sur YouTube en ce moment, qui nous montrent de la distribution d'aide alimentaire avec des Gazaouis tout sourire, où il y a écrit « Il n'y a pas de famine à Gaza », des choses comme ça. Des dizaines de milliers de caisses de nourriture, des millions de repas. Chaque jour, les visages heureux ne mentent pas. Le Hamas ment. Je cite à nouveau Benjamin Fiorini qui dit que Israël est dans une position de puissance occupante de la bande de Gaza et que, à ce titre, elle a donc l'obligation d'assurer l'accès des Gazaouis à l'aide humanitaire. Il précise, l'État d'Israël se soustrait lui-même à cette obligation de respect du droit de la population civile à avoir des ressources humanitaires pour préserver tout simplement son droit à la vie, son droit à la dignité, son droit à la santé. Sur ce point aussi, ce détournement du navire humanitaire est totalement illégal. Donc rien qu'avec ça, pour moi, la Freedom Flotilla, elle a déjà fait plus que ce qu'on aurait pu attendre. Elle a déjà démontré qu'Israël ne respecte pas le droit international et qu'Israël ne respecte pas son obligation d'assurer l'accès des Gazaouis à l'aide humanitaire. C'est un acte symbolique très fort, une opération de com, certes, mais une opération de com qui n'est pas au service, comme le sous-entendait Europe 1, de la gloire de Rima Hassan ou je ne sais quoi, mais au service de la dénonciation d'un génocide, d'une situation génocidaire. Et ça, c'est vraiment extrêmement bien, c'est super. Je pense que la Freedom Flotilla a réussi son coup, a réussi à ce qu'on parle du blocus, à ce qu'on en explique les mécaniques, à ce qu'on rappelle le durcissement qui a eu lieu à partir de mars, etc., etc., sur des chaînes de grande écoute. Tous les médias en ont parlé. Politiquement, c'est une réussite et je ne comprends pas que ce soit discuté. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On découvre que l'importance des symboles. On découvre que quand les enfoirés chantent chaque année leurs petites chansons pour les gens qui n'ont pas à manger, qui meurent de froid, etc. Oui, en vrai, ça ne suffit pas à résoudre le problème de la pauvreté en France. Donc voilà, sur le premier point, Sardoche a entièrement tort. Ce n'est pas une farce médiatique, en aucun cas. C'est un coup de communication parfaitement maîtrisé et très, très, très efficace. Après, se pose du coup la seconde question, la question épineuse, à savoir: qui donc de Rima Hassan ou de Sardoche a, je cite, le plus de couilles, puisque le streamer Sardoche a affirmé avoir plus de couilles que la députée européenne. Alors du point de vue anatomique, évidemment, on ne peut vérifier la chose ni chez l'un ni chez l'autre. On choisira donc de considérer que Sardoche a voulu faire une locution verbale et parler de courage. Et s'il faut parler du courage de Rima Hassan et des membres de la Freedom Flotilla, on rappellera que 10 militants de la première opération Freedom Flotilla avaient été tués par l'armée israélienne en 2010. Selon un rapport des Nations Unies sur cette affaire, les circonstances du meurtre d'au moins 6 des passagers étaient compatibles avec une exécution extrajudiciaire, arbitraire et sommaire. Le rapport souligne par exemple que 2 des victimes avaient été, je cite, abattues à bout portant alors qu'elles gisaient blessées sur le pont supérieur. En termes de violence et de brutalité dans ce genre d'expédition, on peut dire que on a la démonstration que c'est pas exagéré de dire que c'est un truc où tu mets ta vie en danger. D'ailleurs, ça s'est encore confirmé le 2 mai 2025 lors d'une autre opération. Un bateau de la Freedom Flotilla aurait été bombardé par des drones, ce qui aurait causé un grave incendie et mis en danger la vie de toutes les personnes à bord. J'utilise le conditionnel parce que c'est une affaire où il y a beaucoup de discussions sur les responsabilités des uns et des autres. Mais en tout cas, factuellement, le bateau a été incendié. Ça, on en a la preuve. Donc, du courage pour être sur ce genre de navire, il en faut indéniablement. Et Rima Hassan semble en avoir énormément. Mais ne présumons de rien. Peut-être que si on va dans la bio de Sardoche, peut-être que si on s'intéresse à sa vie, on va trouver des trucs extraordinaires. J'avoue que Sardoche, c'est pas quelqu'un que je connais particulièrement bien, et je me dis, ne soyons pas idiots, vérifions, allons voir la biographie de Sardoche, et nous saurons, s'il a quelque chose à mettre comme ça en avant qui ferait passer l'engagement de Rima Hassan pour quelque chose de ridicule, puisqu'il affirme, je cite, qu'il a de plus grosses couilles que Rima Hassan. Je rappelle que c'est évidemment une formulation métaphorique qui parle de courage, donc s'il l'affirme avec autant de force
qu'il est plus courageux que Rima Hassan, il doit avoir des choses à mettre en avant. J'y ai passé un peu de temps, j'ai essayé de creuser un peu partout ce que je pouvais trouver donc sur Sardoche. Je vous fais une petite liste non exhaustive, vous me dites ce que vous en pensez. Donc Sardoche, en 2018, il traitait sur Twitter une utilisatrice, je cite, de salope, et la même année, dans un live, il incitait ses viewers dépressifs au suicide. Il a été banni de Twitch pour avoir tenu des propos sexistes envers une streameuse américaine, et en 2022, son ancienne compagne a révélé qu'il avait eu des rapports sexuels avec une mineure en parfaite connaissance de l'âge de cette dernière. Il s'est même vanté de cette relation sur Discord, qualifiant la jeune fille, je cite encore, de proie, trop simple pour que ça devienne amusant. Je m'arrête là. le gars est problématique dans tous les sens du terme, et en tout cas, j'ai regardé partout, je n'ai trouvé nulle part mention de quoi que ce soit de vaguement courageux, d'humaniste ou d'engagé, à part d'engagé à l'extrême droite, puisqu'il a fait un podcast avec le Raptor et Papacito. Alors peut-être qu'il considère que c'est ça l'équivalent de prendre la mer face à une armée génocidaire, je ne sais pas. Personnellement, pour moi, ça fait de lui un tâcheron de Twitter qui pense dire des trucs edgy, mais qui se contente de répéter finalement la communication d'un État génocidaire, et qui, lorsqu'il doit choisir un camp, choisit systématiquement et toujours le pire, qui retourne faire de mauvais combats de boxe et jouer aux échecs, et qu'il arrête de nous emmerder à parler politique, sans parler de toutes les affaires de sexisme, sans parler des comportements archi problématiques, etc. et tout. Si tu prétends comme ça que t'as plus de couilles que des gens qui sont engagés sur le terrain et qui mettent littéralement leur vie en danger, faudrait que t'aies au moins un truc où t'as été déjà sur le terrain, où t'as fait quelque chose, où t'as vraiment fait un truc. Non, rien, que dalle, j'ai rien trouvé, il a fait que dalle. Tu veux pas lui proposer un combat de boxe? Moi, je pense, de mon point de vue, qu'on ne peut pas prouver son opinion en dominant quelqu'un physiquement. Ces gens pensent, tu sais, qu'en dominant quelqu'un physiquement par la boxe, etc. et tout, ils prouvent qu'ils ont raison. C'est pour ça que je suis constamment défié dans des combats de boxe, des combats de lutte, etc., etc., etc. Après, en soi, moi, je le dis, je m'en fous, tu vois, on me dirait, vas-y, va faire un sparring avec Sardoche. J'ai toujours dit qu'on me propose demain d'aller me taper avec le Raptor ou pas, mais j'y vais sans aucun problème, hein. Ça démontrera rien, moi j'y vais pour me taper parce que je suis con, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis genre en mode, oui, bagarre, d'accord, tu vois, je suis con comme ça. Mais je pense que, tu vois, sur le fond, idéologiquement, tu démontres jamais rien à la bagarre. Sinon, le mec le plus fort à la bagarre, c'est, je sais pas, les champions de MMA. Écoutez-les, les champions de MMA. Tu veux pas que ces gens dirigent le monde, hein. Le plus inquiétant, moi, avec les gens comme Sardoche, je trouve, c'est qu'ils croient être edgy et qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est juste des trucs qui sont des banalités de comptoir, sans fond, sans aucune vérification de la moindre donnée, de la moindre information, qui connaissent rien au sujet qu'ils traitent et qui sont complètement à côté de la plaque. Et ce serait pas aussi grave si à la fin, ça venait pas servir la propagande aujourd'hui d'un gouvernement génocidaire. Parce qu'on le voit, ce qu'il a dit, Sardoche, c'est la même chose que ce qu'on a pu voir sur Europe 1. C'est la même chose qu'on a pu voir du coup chez E24 News. En fait, c'est le discours que l'extrême droite israélienne essaye de mettre en place médiatiquement et essaye de répandre médiatiquement. Et lui, il se fait le relais de ça, en croyant être edgy, en croyant dire des choses provocantes et pensées par lui-même ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment trop chiant. Que garder de tout ça? Que retenir de toute cette affaire? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que au final, pour moi, Rima et Greta, elles ont largement fait le taf. Elles ont permis de mettre en lumière des choses très graves. Elles font qu'aujourd'hui, on discute d'une situation humanitaire désastreuse, qu'on discute d'un génocide en cours dont on parle pas assez. Elles ont amené ce sujet-là dans plein de grands médias qui s'en foutent complètement. Et je trouve ça complètement minable de la part d'une pseudo-personnalité de Twitch d'essayer de se construire une légitimité en essayant d'antagoniser des gens qui prennent de vrais risques et qui font des choses réelles et concrètes. C'est pitoyable. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est pitoyable et je pense que Internet mérite beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et aux personnes qui suivent Sardoche, vraiment, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Vous avez ça de dos et vous continuez à fermer les yeux. Au final, que lui fasse de la merde, j'ai aucun espoir de sa part, mais vous, là, qui suivez ce genre de personnes, je pense que vous êtes aussi une grosse part du problème. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube, merci aux personnes qui commentent, merci aux personnes qui lâchent des petits pouces en l'air et aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et nombreuses et ça, c'est incroyable. Je vous rappelle que je ne fais pas de publicité, que je vis de votre soutien sur les réseaux. Vous pouvez trouver le lien de mon Tipeee juste sous la vidéo. N'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, ça me permet de continuer à faire mon travail en toute indépendance et je vous dis à la prochaine. Ciao!